Alors je te souhaite la bienvenue dans cette masterclass. Je suis vraiment super content qu'on puisse passer un petit moment ensemble pour parler de préparation mentale. Alors plus spécifiquement, alors tu vois, je suis dans ma cave, donc je suis underground. On va parler de la préparation mentale underground. Et surtout, ce qui va être intéressant pour votre activité de coach, c'est que je vais vous donner d'ores et déjà 3 outils hyper puissants que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite dans vos prochaines séances. On va parler neurosciences, on va parler psychologie et préparation mentale. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, à qui ça s'adresse? Cette masterclass s'adresse aux coachs et aux entraîneurs qui s'investissent chaque jour comme des dingues pour la réussite de leurs joueurs ou de leur équipe. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment fonctionne la préparation mentale underground et comment vous allez pouvoir en bénéficier tout de suite dans votre activité de coach. Vous allez acquérir des notions fondamentales et concrètes que vous pourrez facilement utiliser dans vos prochaines séances. Alors, avant de commencer, c'est important pour moi, je vais fixer ce que j'appelle les règles de la maison. Premièrement, ce n'est pas les 3 secrets pour gagner sans forcer. Ce n'est pas non plus des astuces pour bricoler avec vos joueurs. Et ce n'est pas non plus du copier-coller pour espérer devenir comme ça en 2 clics un méga expert. Je dis ça parce que sur Internet, je vois passer énormément de choses qui concernent le mental ou avec des solutions magiques et miracles. Et il ne faut pas s'attendre à ça dans cette masterclass. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une véritable expertise dans votre discipline. Et que vous ayez un état d'esprit, un mindset hyper positif avec toujours l'envie de traquer le progrès pour aider vos joueurs ou votre équipe à franchir de nouveaux caps. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est des personnes qui investissent sur elles-mêmes pour acquérir des méthodes afin de toujours se développer et progresser en tant que coach. Voilà, c'est très important pour moi de préciser ça parce que les résultats de ceux et celles qui utilisent les méthodes que je vais vous présenter sont hors du commun. Mais il faut savoir que pour les obtenir, ils ont travaillé dur et intelligemment. Les résultats que vous obtiendrez dépendent de votre capacité à faire les efforts nécessaires pour réussir. Voilà, tout ça, ça dépend de vous. Mais c'était très important pour moi de vous le dire dès le départ. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, ne perdez pas votre temps. Vous pouvez partir, aller faire quelque chose d'autre. Et puis pour ceux qui veulent rester, on continue. Donc, si je vous demande, dans le sport, nos points forts, nous, les Français, qu'est-ce que vous me répondez? Vous allez sûrement me répondre, on a du panache. On est créatif. On a du flair, le fameux French flair dans le rugby. Et si je vous demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? La majorité des personnes répondent je vous entends le dire là, mental. Le mental. Alors, on a des images qui peuvent nous revenir en tête, alors peut-être pour les plus anciens, la défaite de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 82, après avoir mené aux prolongations, la dernière Coupe du Monde de rugby ou certains joueurs de tennis. Mais finalement, est-ce que tout ça c'est une vérité? Parce que moi j'ai d'autres images en tête et j'imagine que vous aussi. Donc toujours l'équipe de France de foot, 2 fois championne du monde. L'équipe de magique de handball, les équipes magiques avec plusieurs générations qui ont raflé des médailles d'or olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, et pas besoin de dresser ça. Puis dans les sports individuels, Teddy Riner, Martin Fourcade, Kevin Mayer, champion du monde, recordman du monde. Donc on a de véritables monstres dans le sport français. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas de mental? Moi je pense pas. En fait, pour moi le vrai problème, c'est la culture de la performance. On n'est pas un pays qui a réellement une culture de la performance. Et du coup, on ne sait pas vraiment capitaliser. Capitaliser justement sur des succès, sur des réussites qu'on a pu et qu'on a régulièrement, mais on ne les capitalise pas. Alors le pays qui n'est pas très grand, c'est la Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a 4 millions d'habitants, il y a plus de moutons en Nouvelle-Zélande que d'habitants, mais eux ils savent capitaliser leur performance. Alors ça se retrouve essentiellement sur un sport, notamment le rugby, mais voilà, un tout petit pays, une petite nation en taille, j'entends évidemment, rafle tout, ou quasiment tout depuis près de 100 ans. En tout cas, c'est le sport collectif qui a le plus les meilleurs résultats parce que justement, ils savent capitaliser. De l'école primaire, l'école maternelle, alors ce n'est pas forcément que pour devenir All Blacks,
mais les gens qui ne réussissent pas à le devenir sont des fervents supporters. Ils ont créé une culture de la performance qui fait que derrière leur équipe nationale, il y a tout un pays. Ce qui n'est pas forcément le cas malheureusement en France. Donc, on ne sait pas capitaliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on baisse les attentes. Comme ça, en fait, on diminue la pression. Alors comme ça semble logique, hein, ça part d'un bon sentiment, ça semble même rassurant. Pourtant, baisser les attentes n'est pas la solution. Croyez-vous que, vous allez voir là, dans les slides qui vont suivre, que eux, ils baissent leurs attentes. Les pompiers, quand ils doivent intervenir sur un feu de forêt ou dans un incendie d'immeuble, est-ce qu'ils baissent leurs attentes? Est-ce qu'ils disent bon, mais il faudrait que la température baisse un peu, il faudrait que l'incendie soit moins... Non, l'incendie il est là, les attentes sont là, ils doivent répondre présent. Les forces spéciales, le GIGN, les commandos, est-ce qu'ils baissent leurs attentes? Est-ce qu'ils disent aux terroristes bon, mais vous reviendrez demain, hein, ou soyez un peu moins armés, soyez moins radicaux s'il vous plaît? Non, ils doivent être présents le jour J. Les sportifs qui font de l'escalade, alors en solo, ça, éventuellement encore pire, sans sécurité, est-ce qu'ils baissent leurs attentes? Non. Là, vous avez Philippe Petit, donc un fil de ferriste qui avait traversé, donc je crois que c'est à la fin des années 70, ou dans les années 60-70, alors que les tours du World Trade Center étaient en train d'être finis. Il y a un super film qui s'appelle The Walk, donc qui a traversé sans sécurité, à plusieurs reprises, entre les deux tours. Il est passé, donc je ne sais pas combien il y a d'altitude, mais c'est énorme. Donc, ils ne baissent pas leurs attentes. Donc, baisser les attentes n'est pas la solution. En fait, baisser les attentes, c'est plutôt le symptôme. Parce que la vérité, c'est que quand on baisse ses attentes, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et c'est ça le vrai problème. Alors après, on peut faire l'autruche. On peut attendre que ça passe. Quand on n'est pas prêt, on peut espérer que les planètes soient alignées et se dire bon ben on croise les doigts, ça va peut-être passer. Ou alors on sort la tête et on agit. Et c'est justement ce que propose la préparation mentale Underground. Alors, si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Dorian Martinez, je suis psychologue du sport. Donc j'ai un DESS de psychologie et sport. J'ai un DEA de philosophie. J'ai également un DU de droit pénal et de sciences criminelles. Et je me forme en continu sur les neurosciences et les sciences du comportement parce que ça me passionne et parce que j'y trouve évidemment un intérêt dans toutes les activités que je fais. Alors je suis par ailleurs entrepreneur puisque j'ai créé en 2005 Sport Protect. Donc c'est un label antidopage pour les compléments alimentaires. On fait également des applications pour les sportifs afin de les aider à se repérer très vite par rapport à un médicament et le repérer et savoir s'il est dopant ou non. Je suis également coach PNP. Donc je vous dirai ce que PNP signifie tout à l'heure. Et donc je travaille avec des sportifs professionnels, je propose des programmes PNP également à des coachs, à des entraîneurs, et je fais des formations professionnelles qui sont certifiées et destinées effectivement aux pros. Ma mission, en fait j'adapte les techniques de préparation mentale aux dernières découvertes en neurosciences pour aider les coachs à révéler le talent des sportifs et des équipes qu'ils accompagnent. Voilà ma mission. Alors la préparation mentale Underground, c'est quoi exactement? Alors on va faire simple. La plupart des sportifs ou des équipes veulent passer d'un point A, donc c'est ce qu'ils disent, c'est leur, on va dire l'état des lieux. Je perds trop de matchs par exemple, ils veulent aller à un point B. Le point B, c'est le résultat voulu, c'est ce qui est voulu. Et donc ça, c'est la partie visible. Donc la partie, j'ai pris l'image évidemment qu'on connaît tous de l'iceberg. Et donc c'est la partie visible de l'iceberg que l'entourage peut voir. Donc l'entourage, ça peut être les parents, ça peut être les sponsors, ça peut être le président du club, ça peut être les journalistes si on est sportif de haut niveau. Et donc tout ça, ça crée effectivement des attentes. Ça crée ce que certains appellent de la pression. Et donc pour ça, il y a des processus qui sont créés, on les connaît, des processus standards. Ça va être travailler la technique, travailler la tactique, travailler le physique, et puis, c'est rentré un peu plus dans les mœurs maintenant, travailler le mental. Mais il y a quelques années, on était surtout dans travailler la technique, la tactique. Le physique est arrivé après. Bon, je parle d'il y a 30-40 ans. Maintenant, ça y est, le physique, il est là. Et le mental commence en France à vraiment faire sa place, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce qu'encore 10 ans.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la partie underground. Donc, en dessous, j'allais dire, du niveau de la mer. Et donc, toute la partie finalement cachée, qui est finalement la plus importante. Donc, quand on parle de processus underground, on va d'abord parler des douleurs. Pourquoi on va parler des douleurs? Parce que c'est là qu'on a la vraie motivation. Donc, les douleurs, c'est quoi? Ça va être soit j'ai pas assez de quelque chose, il me manque quelque chose, j'ai pas assez de satisfaction, j'ai pas assez de sensations, et donc ça va me motiver, je veux plus de sensations, je veux plus de plaisir. Ou alors, et ça c'est encore plus, j'allais dire motivant, on veut fuir quelque chose. J'ai trop d'inconfort. Par exemple, je me sens trop dévalorisé. Et là, ça va nous amener à finalement, je veux être aimé. Ça c'est mon besoin, c'est mon vrai besoin en fait. En fait, je me sens dévalorisé, donc je veux être aimé, je veux de l'amour. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment, mais qui n'est pas forcément dit, qui n'est pas forcément affiché. Ce sont ce qu'on appelle les bénéfices cachés. Et ce qui est important, ça va être, quand on travaille en préparation mentale underground, de mesurer l'écart entre ce qui est voulu, le résultat qu'on souhaite, et les véritables bénéfices. Donc, s'il n'y a pas adéquation, la performance, on peut toujours courir. On peut avoir fait la meilleure technique, la tactique, le physique, le mental, ça ne marchera pas. Si par contre il y a une adéquation, eh bien là, les performances peuvent être au rendez-vous. Alors performance, ça ne veut pas toujours dire résultat, mais quelqu'un qui est performant, au bout d'un moment, il obtient évidemment des résultats. Donc là, on va se situer plutôt sur les notions d'avoir, de ressentir et d'être. On va travailler sur les émotions, sur la neuroscience, sur la neurologie et sur la psychologie. Le comportement, la psychologie sociale, la psychologie clinique. Donc des éléments qui sont donc en dessous, qui sont subconscients, donc subconscients qui sont en dessous du conscient, parfois même inconscient. Et le vrai moteur, il est là. Ça, c'est le vrai moteur. Je vous donne un exemple. Là, j'ai mis une petite balle de golf. C'est l'exemple d'un golfeur dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais c'était dans les années 70, là encore. Et donc lui, il voulait gagner des grands chelems. Ça, c'est ce qui était... donc il était très fort, hein, évidemment, parmi les meilleurs. Il voulait gagner des grands chelems. Mais quand on creusait un petit peu, sa véritable passion, c'était pas le golf. Sa véritable passion, c'était le cheval. Il était mordu de chevaux. Donc il en pratiquait, mais il voulait aussi en acquérir parce que c'était ça, une passion dévorante. Et donc pour acquérir des chevaux, des pur sang, etc., il fallait qu'il ait un magnifique ranch et donc des chevaux dedans. Et donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc lui, son inconfort ou son pas assez d'eux, c'était je veux plus de chevaux, je veux m'éclater là-dedans. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent. La question, est-ce que c'est en adéquation avec gagner des grands chelems au golf? La réponse, oui. Donc lui, son vrai moteur, c'était gagner de l'argent pour avoir des chevaux. Et ça le motivait chaque matin, parce que ce qu'il savait faire de mieux, c'était le golf. Et donc, effectivement, il a gagné plusieurs grands chelems, etc. Donc voilà pour vous dire que ce qui est en dessous, ça ne se voit pas, mais c'est hyper important. Le vrai moteur, il est là. Alors, on va voir les 3 types de coachs qui existent. Vous avez d'abord les coachs égocentriques. Alors, ceux-là, ils sont centrés sur eux-mêmes, comme le nom l'indique. Ils savent et les autres doivent appliquer. Alors, les autres, c'est les sportifs, c'est l'équipe, etc. Ils crient souvent. Mais là, on retrouve souvent le drame des sportifs de haut niveau qui passent tout de suite coach parce qu'ils ont beaucoup d'ego, ils ont des compétences, attention. Les compétences sportives, mais pas forcément des compétences pédagogiques. Ils ont parfois du mal à se remettre en question et ça fait jamais rien de très bon. Souvent, on le voit dans le foot, il ne dure pas. Sauf s'ils viennent à se former, évidemment, puisque rien n'est jamais figé. Ensuite, vous avez les coachs qui sont sportifs centriques. Donc là, ce sont des coachs qui vont être centrés sur les sportifs. Ils vont apprendre des autres. Ils vont chercher à se développer à titre personnel. Ils vont être dans l'écoute. Et puis, vous avez les coachs neurocentriques. Les coachs neurocentriques, eux, ils sont centrés sur le cerveau des sportifs. Et je vais vous l'expliquer après. Il y a vraiment une nuance entre être centré sur le sportif et être centré sur le cerveau des sportifs. Ils intègrent les avancées des neurosciences et ils savent intervenir quand il le faut. Donc, moi, mon objectif avec la préparation mentale underground, c'est d'aider les coachs à passer au niveau supérieur. Sachant que, vraiment en préparation mentale underground, ce qui est très important, c'est d'être sportif centrique et neurocentrique. Les deux. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a effectivement des avancées sur les neurosciences,
Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être centré sur les sportifs. Non, pas du tout. Il faut juste rajouter un étage à la fusée pour être le meilleur coach possible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce que veut une équipe ou ce que veut un sportif, ce qu'il affiche, on l'a un petit peu vu dans le schéma précédent, est totalement, ou en tout cas est différent de ce que veut réellement son cerveau. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les rires préenregistrés? Vous savez, dans les séries souvent américaines, où on a des rires préenregistrés comme ça, est-ce que vous aimez ça? Je vous laisse répondre. La plupart des gens répondent non. Et pourtant, dans les séries, les producteurs ont bien compris depuis très longtemps, parce qu'ils ont fait des tests avec des panels de personnes, de spectateurs, et ils se sont aperçus effectivement qu'il fallait laisser ces rires préenregistrés. Et maintenant, on sait pourquoi. Parce que quand on fait des analyses avec des outils de la science moderne, électroencéphalogramme ou autre avec des électrodes, on va s'apercevoir que quand les rires préenregistrés arrivent, la zone du plaisir de notre cerveau s'active. C'est donc la raison pour laquelle les producteurs vont laisser ces rires préenregistrés. Même si nous, on a la sensation, le sentiment que c'est pas bien, que ça fait artificiel, mécanique, notre cerveau, il adore ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va y revenir à ces séries. Et c'est ce qu'ont bien compris, évidemment, toutes les grandes marques qui utilisent le neuromarketing pour nous vendre plus ou nous rendre addicts à une série, un film ou un produit ou un restaurant ou que sais-je encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la neuroscience nous dit que 98% de ce que notre cerveau fait est en dehors de notre conscience. Et c'est la raison pour laquelle, il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, la plupart des coachs qui viennent me voir ou qui me posent des questions, ils me disent qu'ils font des choses à l'instinct et qu'ils obtiennent des résultats qu'ils n'arrivent pas toujours à reproduire. Et ils me disent qu'ils utilisent certains outils, mais ils sentent bien qu'ils n'en tirent pas le meilleur. Et ils se retrouvent souvent démunis devant certaines problématiques alors qu'ils ont fait tout comme il faut. Voilà, la partie consciente, la partie rationnelle, elle est là, mais au final, ça ne marche pas. Beaucoup d'incompréhension aussi, ils se sentent limités dans leur communication et dans leurs actions auprès de leurs sportifs. Malgré leur enthousiasme, leur énergie, en fait, ils ont des difficultés à faire un transfert de motivation auprès de leurs joueurs. Ils ressentent donc de la frustration, car les résultats ne sont pas à la hauteur du potentiel de leurs joueurs ou de leur équipe. Et donc, au final, ils trouvent ça terriblement injuste parce qu'ils s'investissent énormément chaque jour et ils redoutent, ça ils ne le disent pas forcément, mais d'avoir une image de loser, de perdre des clients ou, parfois pire, leur poste. Donc tout ça, c'est lié au fait que, effectivement, il y a des processus inconscients et que ce que fait notre cerveau, comme l'a dit le neuroscientifique, 98% n'est pas accessible directement par la conscience. Alors si je vous parle de tout ça, c'est que j'ai été aussi confronté à ça puisque je suis moi-même coach. Alors depuis quelques années, je suis coach de Benjamin, qui était au départ, si vous connaissez un peu le tennis, 3-6, qui est passé moins 4-6 et qui est maintenant 73e joueur français, 700e mondial et qui va, j'en doute pas une seule seconde parce qu'il bosse comme il faut, être dans les meilleurs mondiaux d'ici peu. Donc tout ça pour vous dire que, comme vous, moi je me suis confronté à la réalité du terrain. C'est bien beau la théorie, ce que disent les neuroscientifiques, ce que dit la psychologie du sport, c'est génial, mais quand on est confronté sur le terrain, ce qui compte, sont les résultats, c'est la progression. Et donc, voilà, cette casquette de coach m'a permis vraiment d'étoffer tout ce que je savais déjà et d'aller chercher surtout des apports qui me permettent maintenant de structurer mes interventions pour être le plus efficace possible. Alors, j'interviens aussi en tant que préparateur neuropsychologique auprès de sportifs divers et variés, comme Fabien Doré, qui est joueur professionnel de rugby en Pro D2, Véronique Mang, qui a été médaillée de bronze olympique, Arthur Cazot, qui fait partie des meilleurs joueurs juniors mondiaux au tennis, donc il doit être quatrième, et il va finir sûrement premier joueur mondial junior. En tout cas, il est dans les tout premiers. Et puis très récemment, Kevin Mayer, avec qui j'ai la chance de travailler, donc pas besoin de le présenter, évidemment. Alors on va passer maintenant aux 3 clés pour imposer ton leadership.
Alors quand je te dis 3 clés, c'est pas du discours marketing, c'est des choses concrètes que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite dans ton coaching et l'expérimenter. La première clé, elle concerne les exigences. Alors, tu vois, voilà, ton joueur ou ton équipe, évidemment, c'est une métaphore, il est ici. Et lui, ce qu'il veut, bah, c'est ça. Donc ça, le zèbre, là, en l'occurrence, par rapport au lionceau qui est super motivé, c'est la métaphore du trophée. On veut gagner des titres, on veut gagner des coupes, on veut la médaille. Ok, génial, on est motivé, c'est super. Sauf que pour avoir ça, bah, d'abord, il faut être ça. C'est-à-dire qu'on a beau rêver, et c'est important de rêver. Il faut vraiment que les petits lionceaux, les jeunes sportifs et autres, et même les moins jeunes, alimentent leurs rêves. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a des réalités. On doit d'abord être ça si on veut atteindre ça. Donc ça, c'est important. Et ce qui va compter en tant que coach, ça va être les exigences, votre positionnement et votre communication. Alors, les exigences, si je reprends le schéma, ben en fait, elles se situent là. Ça, c'est votre job de coach. Vous devez être un expert de la transformation. Votre job, c'est pas de ramener des trophées. En tout cas, pas directement. Votre job, c'est de transformer votre joueur, ou vos joueurs, ou votre équipe, pour qu'elle soit, elle ou lui, en mesure de remporter des trophées. Et les exigences, en fait, c'est quelque chose, j'ai pas marqué vos exigences. J'ai marqué les exigences. Et ça, c'est votre expertise qui va décrire et définir pour le sportif et avec lui les exigences qui sont en fait toutes les choses qui, de fait, sont indispensables pour atteindre un but. Donc ça, c'est à fixer avec le sportif. On peut lui poser des questions. Est-ce que tu penses que pour manger un zèbre, tu peux le faire là, aujourd'hui, maintenant? Là, je parle au petit lionceau. Elle va sûrement répondre non. Il faut faire quoi? Il faut apprendre à chasser. Il faut que je me développe musculairement. Il faut que je sois rapide. Il faut que je collabore parce que les lions chassent toujours en groupe en fait. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus au départ. C'est pour ça que ce ne sont pas vos exigences, ce sont les exigences pour passer d'un stade à un autre. Et c'est hyper important parce que ces exigences, ça va être une sorte de contrat qui va créer un cadre, une sorte de figure imposée. C'est pas vous qui voulez ça, c'est juste que c'est comme ça. Si vous voulez passer du point A au point B, il y a des passages obligés, il y a des figures imposées. Et c'est intéressant parce que ces exigences vont vous permettre de créer un pacte en béton avec votre sportif ou votre équipe. Parce que, faut pas se leurrer, hein, quand on parle de sport de haut niveau, parfois c'est dur. Parfois le sportif peut dire mais mon coach là, mais il me gonfle. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, hein, mais dans le sport c'est comme ça. Hein. Et j'en ai marre, entre guillemets, il me fait chier. Ben ouais, mais en même temps, quand le pacte a été créé, le sportif, dans sa tête, il va rajouter « Ouais, c'est dur, il me gonfle, mais il a raison. Il a raison. Je dois passer par là pour atteindre mon objectif. » Et d'une certaine manière, sur ce sujet, il n'y a pas de discussion. Et donc, en ayant créé ce pacte, ça va améliorer votre positionnement. Votre positionnement, c'est quand il y a des difficultés et des problèmes, et il y en a toujours quand on parle de progression et de sport, parce que la nature humaine n'aime pas le changement. Et le but d'un coach, c'est de faire changer de statut son sportif ou son équipe. Et donc, on s'aperçoit que quand on regarde, il y a des coachs qui se retrouvent contre le sportif. Et là, on rentre dans un débat d'ego. Et on est dans l'impasse. Et dans les sports collectifs, c'est souvent le limogeage du coach. Ça va être voilà, le vestiaire contre le coach, etc. Des alliances. Sauf que quand on a créé un pacte très clair, c'est différent. C'est le coach plus le sportif contre la difficulté de l'élève. Ou le coach plus l'équipe contre la difficulté de l'équipe. Vous voyez, la position, c'est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'on devient l'allié du sportif par rapport aux exigences et pour aller de l'avant. Donc, votre communication va devenir bienveillante. Vous allez être exemplaire. Alors ça, j'insiste dessus parce que être exemplaire, c'est pas dire des choses. Hein. Attention, être exemplaire, c'est faire des choses. Parce que les sportifs, ils sont très observateurs.
Ils parlent avec leur corps, etc. Ils sont dans l'action, dans le mouvement. Et ils sont comme des enfants, en fait, quel que soit l'âge. Hein. Si à votre enfant, vous lui dites des choses, mais qu'il s'aperçoit que vous faites l'inverse, ça ne marche jamais. Si dans la voiture, je donne un exemple, vous dites à votre enfant, oui, il faut garder son calme dans la vie, il faut que tu sois maître de tes nerfs. Et puis qu'au premier feu rouge où on vous coupe la route, vous insultez la voiture la personne qui vous a coupé la route, l'enfant, c'est ça qu'il va retenir. Hein. Il ne retiendra pas le reste. Hein. Et donc, c'est ce qu'on voit notamment dans la formation PNP. Mais voilà pour cette première clé qui est hyper importante, ce sont les exigences. Trouvez les exigences précises qui vont vous aider finalement à construire votre relation avec votre équipe ou votre sportif. La clé numéro 2, elle est également fondamentale hein, puisqu'il s'agit des objectifs. Alors les objectifs, on connaît tout ça. Le 1er janvier, on a pris des résolutions, on va faire son footing, on veut perdre du poids, on va être en bonne santé, on veut arrêter de fumer. Le 2 janvier, on continue, hein, on a de la motivation, mais c'est déjà un petit peu plus dur. Le 3 janvier, on y va, mais c'est carrément dur. Puis le 4 janvier, non, c'est trop dur, j'arrête de courir. Et donc le 5 janvier, je reprends mes bonnes vieilles habitudes jusqu'au 31 décembre, où là, j'aurai un petit sursaut de motivation qui sera très grande, hein, mais qui sera très petite dans la durée. Alors la question, c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, finalement, comment faire? Comment faire pour que des objectifs puissent être maintenus dans la durée? C'est quand même en partie le nerf de la guerre dans le sport. Alors on va voir, il y a des méthodes que vous connaissez sûrement, qui sont tirées du management, qui sont efficaces, qui marchent, mais pas tout le temps. Pas tout le temps si on ne connaît pas des principes en neurosciences. On va prendre cet objectif d'une personne qui veut, donc le 25 juin, je veux avoir perdu 10 kilos. Donc là, si on prend la méthode SMART, ou SMARTER, pour ceux qui connaissent, avec cet acronyme, on va vérifier. Est-ce que cet objectif est spécifique? Oui. Est-ce qu'il est mesurable? Oui. Perdre 10 kilos, c'est mesurable. Est-ce qu'il est atteignable? Oui. Perdre 10 kilos, alors c'est le 1er janvier, là, en 6 mois, c'est faisable. C'est réaliste. Réaliste, c'est pas pareil qu'atteignable. Réaliste, ça veut dire est-ce que ça va pas bousculer mon agenda si la personne elle est en permanence en voyage, il pourra peut-être pas faire son régime ou pas aller courir. Donc, est-ce que c'est réaliste? On va partir du principe que oui. Est-ce que c'est temporel? Oui, c'est fixé dans le temps. Alors, on va dire qu'il faut 6 mois. Est-ce que c'est écologique? Oui, ça veut dire que ça va nuire à personne, ni à l'environnement, ni aux autres. Est-ce que c'est représentable? Oui, je peux me représenter en ayant perdu 10 kilos. Donc, on a là un objectif SMART. Et pour autant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, dans la majorité des cas? Génial, j'ai perdu 10 kilos, puis au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? La personne va reprendre ses 10 kilos. C'est le fameux redouté effet yo-yo. Alors comment ça s'explique? Alors, que ce soit bien clair, hein, dans l'exemple que je prends, là on part du principe que la personne elle est ultra motivée, qu'elle a le meilleur régime à suivre au monde, qu'elle a le meilleur coach de fitness. La question, donc, on va voir, n'est pas là. Donc on a une personne qui se définit, qui dit voilà, je suis gros. Elle programme son cerveau, sa motivation pour perdre du poids. Donc elle suit un programme, donc on va dire qu'elle a une motivation plus. J'ai mis 3+. Elle applique le programme, génial, elle perd du poids, alors peut-être pas les 10 kilos en entier, mais elle va perdre 4-5 kilos, donc sa motivation augmente, ce qui est logique. Elle continue, puis là, au bout d'un certain temps, elle s'aperçoit qu'elle reprend du poids. Donc la motivation, immanquablement, va baisser. Et puis, elle va reperdre du poids. C'est une personne, je l'ai bien dit, hein, très motivée. Donc la motivation remonte. Et puis, elle va reprendre du poids. Et là, patatras, la motivation s'effondre définitivement. Et la personne est convaincue que c'est une personne grosse et qu'elle est condamnée à être grosse. Donc, en plus, l'estime d'elle-même en prend un coup, évidemment, parce qu'elle va se dévaloriser et se sentir finalement coincée. Donc ce qui s'est passé, et là c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, c'est qu'elle a commencé en ayant une identité de « voilà, je suis une personne grosse, je programme mon cerveau à perdre du poids. » Très bien. Et donc ce qui s'est passé là, on va venir là, ce qui s'est passé, on va faire plutôt comme ça, non, pas comme ça, voilà. Là, c'est là que c'est intéressant. Dans ce passage-là, donc là,
motivé, je perds mon poids, mais mon cerveau, pour lui, il est programmé, entre guillemets comme un ordinateur, certains n'aiment pas l'image, mais pour faire simple, hein, il est programmé à perdre du poids. Donc comme la personne maintenant a perdu du poids, pour que le programme continue de fonctionner, eh bien, le cerveau va faire en sorte, plus ou moins inconsciemment évidemment, de faire reprendre du poids à la personne. Comme ça, le programme va continuer à tourner. Là, elle pourra reperdre du poids. Puisque pour perdre du poids, évidemment, il faut avoir du poids. Donc, comme la programmation a été faite ainsi, je suis gros, je dois perdre du poids, eh bien, ça met la personne dans ce qu'on peut appeler un anti-objectif qui la condamne et qui paraît logique, hein, attention. Hein. Sur le plan rationnel, tout ça est très logique. Mais au final, ça ne marche pas. Dans la réalité, ça ne marche pas parce que le cerveau est très obéissant. Alors, on va voir comment ça marche. Il ne s'agit pas de psychologie, hein. En fait, il s'agit de biologie. On a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire, voilà, qui se trouve à peu près là. Hein. Donc là, c'est on va dire, des structures nerveuses du tronc cérébral qui sont à l'interface des systèmes autonomes, moteurs et sensitifs. Donc voilà, une zone hyper importante qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et en fait, c'est une sorte de Google du cerveau. Cette zone-là, elle est faite pour faire le tri. Et ce tri-là, alors je donne un exemple qui va vous parler tout de suite. Vous perdez vos clés et vous avez un rendez-vous et vous devez prendre la voiture et vous cherchez vos clés. Et là, vous commencez à être en panique, vous dites à votre entourage, mais j'ai perdu mes clés, tu les as pas vues, etc. Et vous les cherchez, et puis souvent, c'est quand on arrête de les chercher ou c'est quelqu'un d'autre, mais il dit, mais tu les vois pas, elles sont juste là sur la table. En fait, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous dites à votre cerveau, j'ai perdu mes clés, votre cerveau, bah lui, il efface d'une certaine manière, même concrètement, de votre champ visuel les clés. Parce qu'il est très obéissant. Petite information, les personnes qui sont atteintes malheureusement d'autisme, ce sont des personnes qui vont capter toutes les informations de leur environnement. C'est pour ça que souvent elles ont besoin de s'isoler, etc. Elles vont entendre les moindres petits sons, elles vont voir les moindres détails de chaque objet, toutes les couleurs. Alors vous pourrez vous dire, mais c'est génial. Non, ça fait beaucoup trop d'informations à traiter, ce qui est insupportable. Donc ce tri, ce Google du cerveau qui fait le tri, il est hyper important, mais du coup, il va générer des croyances, et notre cerveau, il exécute nos croyances. Et donc, si vous vous dites, j'ai perdu mes clés, eh bien, vous n'allez pas les voir alors qu'elles sont finalement devant vos yeux. Donc notre cerveau, il est très obéissant, il ne fait pas ce qu'on veut, il réalise ce que l'on croit. Et ça, c'est, encore une fois, hyper important à intégrer. Alors, on va revenir à notre cas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Plutôt que de se programmer en disant « je suis gros », il faut voir le résultat final, le lionceau qui doit devenir le lion. Et se dire « je suis vif ». Alors, c'est un exemple, là j'ai pris des mots un peu brefs pour que ça rentre dans la diapo, mais où se dire « moi, ce qui me ressemble, c'est que je suis une personne athlétique. Je suis une personne vive, je pèse 70 kg. Ça, c'est ma vraie nature. » Même si dans les faits, la personne, elle pèse par exemple 80. Ma vraie nature, c'est je pèse 70 kg. Donc on reprend l'exemple. En programmant l'objectif différemment, on va suivre le même programme. La personne va perdre son poids, ses kilos. Donc sa motivation va grandir. Puis ensuite, elle va maintenir son poids. La motivation va diminuer, mais c'est normal. Et finalement, au fil du temps, elle maintient son poids. La motivation baisse parce qu'elle a moins besoin de motivation pour maintenir son poids. Et au final, au bout de quelques semaines, quelques mois, elle a maintenu son poids. Donc elle a toujours une petite motivation. Et elle n'a pas besoin de beaucoup plus de motivation. Elle pourra mettre sa motivation ailleurs. On va dire, elle a franchi un cap en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand là, sa programmation, je suis vif, je pèse 70 kg. Ben, quand elle est arrivée aux 70 kg, le programme dans l'ordinateur, on va dire le cerveau, qui est programmé comme ça, dit ok, tout est ok, je pèse 70 kg, c'est conforme au programme. Donc on maintient le programme. Et la personne continue finalement de rester à ce poids et de peser 70 kg. Elle a au final créé une nouvelle norme. Et cette nouvelle norme, c'est génial parce que ça lui permet de franchir un cap et de passer sur autre chose. D'autres objectifs, mettre son énergie ailleurs, etc. Donc très important, la clé numéro 2,
savoir fixer des objectifs qui tiennent compte de la neuroscience et non pas que des méthodes de management qui vont vous dire sur le papier c'est très bien, mais ça ne va pas forcément aider. Pire, ça peut enfermer la personne dans un mauvais processus. La clé numéro 3, elle s'appelle WIN. Alors, moi j'adore les acronymes, surtout quand ils ont du sens. Et là, c'est l'acronyme qu'avait donné Earl Woods, le père de Tiger Woods, à son fils quand il était stressé. Il lui disait KISS. KISS, ça voulait dire Keep it simple as a smile. Reste simple comme un sourire. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire, si face à toi il y a du stress, il faut que tu restes simple parce que à ce moment-là, il ne faut pas chercher la complexité, il faut se raccrocher aux choses qu'on sait faire les plus basiques. Donc voilà un exemple d'acronyme qui me permet de vous introduire l'acronyme WIN, qui vient en fait d'un monsieur qui s'appelle Lou Holtz, et qui, donc WIN, ça veut dire What's Important Now. Et donc ce monsieur Lou Holtz, en fait, il a été un coach légendaire. Alors, dans notre société, le football américain, c'est évidemment pas forcément très connu. Mais en tout cas, aux États-Unis, il a permis à l'équipe de football américain de Notre-Dame, donc aux États-Unis, l'université de Notre-Dame, pardon, il les a amenés au titre et ils ont conservé le titre 9 années de suite. Donc c'est un record qui n'a encore jamais été égalé. Et il s'est appuyé sur cette méthode, la méthode WIN. Alors qu'est-ce que ça veut dire? What's important now? Donc il a demandé à ses joueurs 35 fois par jour de se répéter qu'est-ce qui est important maintenant. Donc partout, tout le temps. La finalité, c'était de leur apprendre à se concentrer sur ce qui compte le plus à un moment donné. Et ça a été repris par des grands entraîneurs comme Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Nul besoin non plus de le présenter, recordman de médailles olympiques d'or. Je crois qu'il en a 21. Enfin bon, c'est monstrueux évidemment. Et quand on demande à Bob Bowman, c'est quoi la différence entre Michael Phelps et les autres nageurs? Sa réponse, c'est que les autres nageurs, s'ils ne se sentent pas bien, ils ne nagent pas bien. Et donc à haut niveau, on ne peut pas laisser ces sentiments se mettre au travers de nos actions. Alors que Michael Phelps, il ne faut pas croire, et les sportifs de très haut niveau, Nadal, Ronaldo, ils sont pas au top de leur forme 365 jours par an. C'est pas vrai. Ils ont évidemment des baisses de forme. Par contre, ils gagnent beaucoup plus que les autres. Parce qu'ils ne laissent pas leurs sentiments se mettre au travers de leurs actions. Et effectivement, c'est ce qu'on va retrouver chez les forces spéciales. Si on a un petit sentiment qui nous gêne, oh, ce matin je me sens pas bien. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il y a des choses à faire qui sont hyper importantes. Et donc, il faut choisir ce qui est important maintenant. Donc, les critères WIN pour prendre une décision, ce n'est pas comment je me sens maintenant, mais plutôt qu'est-ce qui est important de faire maintenant. Et on en revient aux exigences. Quand les exigences sont définies en amont, eh bien c'est beaucoup plus facile de mettre en application cette méthode. Et je sais que moi j'ai vu beaucoup de coachs qui se préoccupent de comment tu te sens. Comment tu te sens avant un match. Alors ça part d'un bon sentiment, mais souvent c'est pour que le coach soit rassuré lui-même. Alors que c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est oh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah oui, il faut que tu aies été chauffé là, on est en retard là. On doit garder le fil conducteur. Je donne un exemple, hein. Mais attention à ce côté parfois bisounours qui part d'une bonne intention et qui ne va pas être efficace pour les performances. Donc les critères WIN pour prendre une décision, c'est mes actions sont supérieures à mes sentiments. Et donc, c'est une philosophie de vie, c'est accepter ce qui est. Il y a une faute d'arbitrage, il y a une erreur, il y a un problème. Non, on accepte, on passe à autre chose. Et moi j'aime bien ce dicton, un moment de patience dans un moment de colère évite 1000 moments de regret. Donc parce que effectivement on a laissé ces sentiments l'emporter, c'est eux qui ont piloté et ils nous ont amenés à un endroit, souvent une impasse, qu'on a tendance évidemment à regretter après coup. La méthode 1, faire une pause dans un moment clé. Considérer ce qui est important maintenant. 3. Accepter ce qui s'est passé sans résister. 4. Prioriser ce qui est le plus important à faire maintenant. 5. Évidemment, agir, c'est-à-dire on fait ce qu'on a défini comme étant le plus important.
Et 6, répéter, s'habituer à vous poser cette question. Alors voilà, merci pour votre attention. Vous avez maintenant 3 clés hyper puissantes. Il suffit de les appliquer. Donc c'est du travail, hein. C'est pas juste, comme je disais, du bricolage ou des astuces. Ça nécessite de travailler. Ce qui compte, c'est que vous gardiez votre personnalité, votre expertise. C'est vous l'expert. Mais il faut y greffer des méthodes et des choses qui fonctionnent. Alors maintenant, si ça vous intéresse, je peux vous parler des programmes que je mets en place. Et puis si ça ne vous intéresse pas, je vous dis à bientôt et puis sûrement à une prochaine fois. Donc pour ceux qui restent, je vais vous parler maintenant de mes programmes. Donc mes programmes, j'en ai 3, très simple. J'ai un programme qui s'appelle Black Panther. C'est un programme individuel en fait qui s'adresse aux sportifs professionnels et aux entrepreneurs. C'est un suivi sur une année. Donc autant vous dire que je prends très peu de monde et que je facture 50 000 €. Ensuite, j'ai un programme qui s'appelle NeuroCamp. C'est un programme collectif où là, je travaille avec des coachs, des entrepreneurs qui sont un petit peu dans une impasse, qui ont du mal à faire décoller leur activité et qui parfois doutent d'eux-mêmes ou ne doutent pas d'eux-mêmes, mais qui ont vraiment une difficulté à surmonter. Et là, on a une immersion intensive en 3 jours. Et je peux vous dire que là, j'ai pris l'image d'une fusée qui décolle. Et donc, c'est facturé 5 000 €. Mais ces 5 000 €, ils sont plus qu'amortis parce qu'ils ont un vrai changement dans leur carrière ou dans leur pratique. Et donc, voilà, il y a un vrai tournant. Il y a des relations très fortes qui se nouent. Et surtout, il y a des révélations qui vont pouvoir mettre en œuvre tout de suite. Et voilà, c'est vraiment un moment génial. Alors j'ai aussi une formation qui s'appelle préparateur neuropsychologique qui permet de devenir préparateur mental sportif avec une méthode axée sur les neurosciences. Donc elle s'adresse aux coachs, aux entraîneurs, aux managers. Il y a 60 heures de formation dans cette vidéo, dont 30 heures de vidéo. Et au départ, le tarif était de 3 000 €, mais avec le confinement, j'ai passé ce tarif à 1 990 €. Donc il s'agit d'une nouvelle approche qui est un mélange de psychologie, de préparation mentale et de neurosciences. C'est donc devenir préparateur neuropsychologique, c'est la préparation neuropsychologique. Alors l'objectif avec cette formation, en fait, c'est faire monter en compétence les coachs et les entraîneurs pour qu'ils puissent concrètement aider leurs sportifs ou leur équipe à mieux se connaître, progresser et performer sous pression. Alors je vous présente les modules. Le premier module s'intitule « Comprendre le métier de préparateur neuropsychologique ». L'objectif, comprendre les caractéristiques, les intérêts, les avantages et les limites du métier de préparateur neuropsychologique. On va connaître les définitions de psychologue du sport et de préparateur mental. On va identifier comment fonctionnent les processus qui mènent à la performance. On va comprendre l'apport des neurosciences pour augmenter les performances. On va découvrir le métier de préparateur neuropsychologique. Et donc les résultats à l'issue de ce module 1, c'est que à la fin, vous serez capable de comprendre les particularités et le positionnement professionnel d'un préparateur neuropsychologique. Le module 2, apprendre à vous connaître pour pouvoir aider efficacement. L'objectif, être capable de percevoir clairement vos points forts et votre propre fonctionnement pour aider vos élèves, sportifs, équipes ou clients. Ça, c'est hyper important. Je vais revenir dessus. On va apprendre à faire de votre histoire une véritable force. Comment trouver vos super pouvoirs, le don ultime qui fait de vous un coach unique, savoir vous positionner clairement pour optimiser votre travail, et accepter vos limites pour en faire de puissants leviers de progression. Donc les résultats du module 2, alors je dis résultats parce que pour moi c'est un point d'honneur, je veux qu'il y ait des résultats. Le but c'est pas vous donner du savoir, c'est qu'il y ait des transformations. Donc le résultat c'est qu'à la fin de ce module, vous vous connaîtrez mieux et vous saurez tirer profit de vos forces et faiblesses pour mieux aider vos sportifs ou votre équipe. Donc vous aurez pris de la hauteur. Voilà, j'ai pris cette photo là, la personne elle a pris de la hauteur, elle est au-dessus de la ville. Vous connaîtrez vos angles morts, c'est-à-dire les points faibles que vous n'avez peut-être pas repérés, et surtout, vous aurez une autre perspective sur votre activité de coach et vous serez plus confiant. J'ai pris quelqu'un qui semble banal, même s'il a un peu de poids quand même, mais qui est quand même banal. Voilà, c'est un monsieur tout le monde. Avoir des super pouvoirs, c'est pas être dans les Marvel, hein, c'est pas ça. Même si dans les Marvel, ceux qui ont des super pouvoirs, dans la vie de tous les jours, ce sont des personnes plutôt ordinaires. Et donc l'idée, c'est vraiment, et je le vois avec la plupart des coachs, des entraîneurs que je rencontre, ils ont des talents de dingue et ils s'en rendent pas compte. Parce que pour eux, c'est normal. C'est leur excellence, ils vivent avec ça au quotidien
Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont quelque chose d'unique. Et là, l'idée, on est vraiment sur une partie un peu de développement personnel, mais ça va être de travailler dessus pour le faire sortir, le révéler. Parce que je pense qu'on est un très bon coach si on se connaît soi-même. C'est très dur d'utiliser des outils. La plupart des gens qui viennent me voir, ils veulent des outils. Très bien. Il y en a dans la formation, on va le voir dans le module 5. Mais pour moi, avant de donner des outils, c'est hyper important de bien se connaître. Parce que si on ne se connaît pas bien, on ne fait pas du bon travail. Module 3. Connaître le profil de vos joueurs pour optimiser vos séances. Maintenant, vous vous connaissez. Là, l'objectif, ça va être de savoir très clairement identifier le profil des sportifs que vous accompagnez pour les aider à augmenter leur confiance. Donc, on va travailler sur les profils psychologiques de manière appropriée. Donc là, on est sur un sujet sensible, on ne fait pas n'importe quoi. On va connaître les préférences motrices de vos sportifs. On va faire prendre conscience à vos joueurs de leur propre excellence. Et du coup, on va baisser leur niveau de stress de vos joueurs et évidemment de votre groupe si vous travaillez avec une équipe. Donc là, les résultats du module 3, c'est à la fin de ce module, vous saurez comment fonctionnent vos sportifs et votre groupe et vous pourrez bâtir des stratégies de progression adaptées avec des méthodes de communication à la pointe. Je vais vous présenter une méthode qui est notamment utilisée par la NASA pour justement qui est une communication optimale avec les astronautes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de la Terre. Communication entre eux, entre les astronautes, mais aussi communication entre les astronautes, la station et la base qui se trouve sur la Terre, sur la planète Terre. Parce que, évidemment, si là il y a un problème en haut, s'il y a incompatibilité d'humeur, ça ne va pas pouvoir se gérer comme ça pourrait se gérer sur place, sur la planète Terre. Donc, il y a vraiment des méthodes à la pointe qui se sont créées, qui sont hyper puissantes. Et vraiment, j'ai un vrai plaisir à vous les transmettre parce que vous allez pouvoir intervenir différemment en fonction des profils de vos joueurs. Et dans une équipe, c'est hyper important parce que si vous avez toujours un discours commun, vous êtes voué à l'échec. Vous avez des personnes qui ont des profils différents et donc il va falloir adapter vos discours et il y a des méthodes pour ça, pour faire mouche à chaque fois. Module 4. Savoir fixer des objectifs adaptés et motivants sur la durée. Là, l'objectif, c'est donner beaucoup de sens et de valeur aux séances que vous mettez en place pour faire progresser votre élève, vos élèves ou votre groupe. Donc, savoir fixer des objectifs ambitieux et pertinents pour faire progresser. On a vu un petit bout tout à l'heure, un bout important, mais qui est une base pour les objectifs ambitieux et pertinents. Maîtriser le briefing et le débriefing pour générer un processus d'amélioration continue. Entretenir le plaisir de s'entraîner et de pratiquer la compétition, c'est fondamental. Améliorer la confiance et l'estime de soi de vos joueurs et de votre groupe. Savoir utiliser les mots qui font tilt pour inciter le passage à l'action. Et donc les résultats du module 4, à la fin de ce module, vous saurez comment poser clairement et efficacement des objectifs pour motiver vos sportifs. Vous saurez les faire évoluer pour les faire progresser à court, moyen et long terme, car ils développeront une énorme confiance en eux. Alors évidemment, tous ces outils, vous pouvez les utiliser pour vous, parce que augmenter votre confiance, votre estime de vous-même, évidemment, personne crache dessus, et moi le premier, évidemment. C'est vraiment important de les utiliser, et quand vous savez les utiliser pour vous, vous savez forcément les utiliser pour vos joueurs ou votre équipe. Module 5, savoir utiliser des outils efficaces pour augmenter les performances. L'objectif, c'est intégrer des outils neuropsychologiques faciles à mettre en œuvre dans vos activités quotidiennes et surtout très efficaces pour faire progresser vos sportifs. Donc connaître les techniques CC+, pour réguler force et stress rapidement. Donc ce sont des techniques qui nécessitent que quelques secondes. Utiliser les drills des forces spéciales dans vos séances. Entraîner vos élèves à performer sous pression. Technique GIGN, commando. Créer un sentiment d'appartenance très fort et une cohésion de groupe. Enrichir votre boîte à outils PNP avec des outils de préparation mentale validés, hypnose, visualisation, méditation. Les résultats du module 5, c'est qu'à la fin de ce module, vous saurez comment utiliser des outils très concrets pour aider vos sportifs à gagner en autonomie pour performer même dans des conditions hyper stressantes. Donc là, c'est vraiment le module boîte à outils. Je vais vous présenter des outils, je vais vous les donner. Je vais d'abord des vidéos, des audios, ensuite des PDF, des documents, des outils très concrets que vous pourrez utiliser évidemment dans vos séances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'était très important
que ce module arrive vers la fin et non pas au début. Il y a tout un tas de formations qui vous proposent tout de suite les outils. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas, ou en tout cas, c'est limité. Sauf pour les personnes qui sont juste curieuses. Tiens, je veux comme ça, comment ça marche ça? Bon, là, moi, je ne m'adresse pas à des coachs qui veulent juste de la curiosité. Je m'adresse à des coachs qui veulent faire progresser leurs joueurs ou leur équipe. Donc, c'est très important pour moi que cette partie-là arrive à ce moment-là. Et, deuxième élément, que les outils soient validés par les neurosciences. Alors, les neurosciences, attention, ne valident pas tout. Hein. Mais moi, j'ai 2 critères. Soit il y a des études en neurosciences qui ont validé, génial, on prend. Soit il y a des coachs, mais illustres, qui ont utilisé telle ou telle méthode avec un grand succès. Et donc là, c'est la pratique, c'est le côté empirique qui fait que là, on voit que ça marche, donc on va l'utiliser. Donc là, vous avez vraiment les outils de préparation mentale, entre guillemets, classiques, mais sélectionnés sur le volet, ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent. Module 6, savoir créer une offre irrésistible à la hauteur de votre réelle valeur. L'objectif, savoir concevoir et présenter une offre irrésistible et arrêter définitivement de dévaloriser vos prestations. Donc là, je vais vous apprendre à utiliser une matrice qui présente clairement votre travail et du coup vos points forts. Vous allez voir que le module 6 est finalement lié au premier module où vous avez appris à trouver vos points forts. Présenter et démontrer votre différence, augmenter la valeur perçue de vos services, formuler une promesse authentique, crédible et attractive, intégrer les 3 paramètres d'une offre rentable et facile à livrer, savoir fixer le bon prix sans avoir à lutter pour le justifier. Pour moi, c'est fondamental. Moi, je suis issu de la psychologie du sport et dans la dernière année, bon, génial, hein, des cours et tout qui nous ont servi, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas une ligne, pas une heure, pas une minute sur comment finalement se vendre. Comment vendre nos services. Parce que quand même le nerf de la guerre quand on est professionnel, c'est de vivre de son activité. Et moi j'en ai marre de voir des coachs ou des amis parfois qui ont un talent incroyable, qui ont été sportifs de haut niveau, professionnels, qui ont passé des diplômes et qui galèrent. Ils galèrent, mais vraiment. Parce que, premièrement, ils ne connaissent pas réellement leurs points forts. Ça, c'est le premier ingrédient. Et le deuxième, ils ne savent pas le mettre en valeur. Et du coup, ils se dévalorisent. Ou alors, ils vont suivre tout un tas de formations parce qu'ils pensent qu'il leur manque quelque chose. En fait, non, tous les ingrédients sont là. Il leur manque juste la recette. Et donc, à l'issue de ce module 6, vous serez capable de reformuler une offre basique en offre qui vous ressemble vraiment et qui donne envie. Vous serez confiant dès qu'il s'agira de parler de tarifs ou de salaire. Alors j'ai mis comme image là 2 anciens présidents des États-Unis parce que on utilise là dans ce module des approches de neuromarketing. Parce que quand on est un homme politique de la première puissance mondiale, il faut savoir se vendre. Je sais que ça ne plaît pas trop en France de dire se vendre. Mais je suis désolé, à un moment donné, on ne veut pas forcément courir après l'argent, mais quand on a l'argent qu'on mérite par rapport à ses capacités, son talent, c'est tout à fait normal. Et moi, j'ai un vrai plaisir à développer ce module parce que je vois les résultats avec les personnes que j'accompagne et je suis content de voir qu'enfin, ils sont payés à la hauteur de leur talent. Alors, mon engagement, on a parlé d'une boîte à outils. Là, dans cette formation, c'est une formation de 30 heures, mais moi, je tiens vraiment à ce que cette formation, elle soit accessible à vie. Tout un tas de formations auxquelles moi j'ai assisté ou qui existent sur le marché vous donnent des sessions. Et puis, je parle des formations professionnelles. Et puis, une fois que les sessions sont terminées, ciao, au revoir. Là, ce n'est pas le cas. Certes, il y a un volet administratif, pas de souci. Mais moi, je tiens à ce que, notamment le module numéro 5, et les autres aussi, mais surtout le module numéro 5, dès qu'il y a une nouvelle technique, je vais la rajouter. S'il y a une évolution, je vais en parler. Je veux que vous ayez quelque chose d'hyper efficace et de toujours évolutif, que ce soit une boîte à outils qui vous accompagne tout au long de votre carrière, en tout cas de votre évolution de coach. Pour moi, là, c'est un vrai engagement et j'ai même plaisir à le faire en fait, parce que ça me sert à moi aussi. Parce que quand j'arrive à bien expliquer un outil, c'est que je le maîtrise bien et donc voilà, c'est aussi pour moi que je le fais. Mon challenge, c'est créer une communauté de coachs passionnés et impliqués dans leur propre développement personnel. Donc là, on a eu une première promo et donc il y a des interactions et c'est génial entre des coachs qui évidemment ne sont pas forcément concurrents parce qu'ils ne sont pas de la même discipline.
et de voir comment un coach de rugby peut aider un entraîneur de tennis ou un entraîneur de judo va aider un éducateur qui va faire du tir à l'arc. Donc ça c'est génial parce que finalement on développe une communauté, on échange et puis ça me permet de répondre encore aux questions qui peuvent se poser. Et puis ma fierté justement c'est ça, c'est susciter un partage d'expérience à très haute valeur ajoutée entre les membres de la formation. Alors le prix, je te le rappelle, c'est pas 3 000 €, mais c'est 1 990 €. Donc on peut payer en 3 ou 12 fois sans frais. C'est également finançable par CPF, donc ton compte personnel de formation, et ou l'AFDAS via ton employeur. Donc mon organisme s'appelle Devenir Meilleur, il est datadocké et très prochainement il sera validé par Calliope et on va également obtenir une certification pour que cette formation puisse délivrer un diplôme officiel reconnu par France Compétences, donc le diplôme de préparateur mental sportif. Alors, pour devenir meilleur et pour terminer, ma philosophie c'est qu'il faut vraiment investir sur soi. Quand on investit sur soi, on va aller chercher des petits pourcentages, qui parfois ne sont pas petits d'ailleurs, qui vont faire la différence. Et moi, à titre personnel, j'investis depuis maintenant 6 ou 7 ans. C'est une règle, 30% de mon temps et de mes revenus à me former. Au début, ça a été un peu compliqué cette décision parce que c'est pas neutre, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que j'en retire des bénéfices incroyables. Alors après, voilà, moi, vous pouvez me dire, stop, moi, ma situation me convient. Et vraiment, franchement, je vous réponds, mais pas de souci. Moi, je veux vraiment pas forcer la main. C'est vraiment pas de ça. Et il y avait une formation il y a quelques années, et je vous raconte l'anecdote, et après, on va terminer là-dessus, où j'hésitais à acheter cette formation. Alors, c'était une formation à 10 000 €. Hein. J'hésitais parce que je ne les avais pas sur mon compte en banque, hein, c'est aussi bête que ça. Et j'hésitais, et le formateur, la personne m'avait dit moi, pas de souci, hein. Moi, que vous preniez ou pas cette formation, ça ne changera rien pour moi. Par contre, posez-vous la question de ce que ça peut changer pour vous de la prendre ou de ne pas la prendre. Donc voilà, moi, c'est mon conseil, que ce soit cette formation ou une autre, peu importe, faites-vous ce cadeau d'investir sur vous. Voilà, ça, c'est très important. Alors une dernière image sur la panthère, pourquoi j'utilise la panthère comme symbole? Parce que le milieu du sport est très concurrentiel et la survie est la loi de la jungle, donc il faut tirer son épingle du jeu. Et moi ce que j'adore chez la panthère, outre le fait que c'est un superbe animal, c'est que quand la panthère noire chasse, le silence devient une arme. C'est-à-dire que son arme numéro 1, ce sont ses coussinets sous ses pattes, parce qu'elle lui permet d'arriver tranquillement, doucement, avant d'agir. Et pour moi, c'est une parfaite métaphore de se préparer en silence pour atteindre des objectifs élevés. Voilà. Alors tu verras, c'est une super opportunité parce que tout le monde veut manger, mais très peu sont prêts à chasser. Donc ceux qui chassent ont toujours une longueur d'avance. À très vite, j'espère. Bonjour, je m'appelle Benjamin Cassaigne, j'ai été joueur de tennis professionnel et coach de haut niveau. Je voudrais vous recommander vivement la formation de Dorian Martinez de coach PNP. Pour la petite histoire, dans les années 70, quand les coachs mentaux, les préparateurs mentaux, les psychologues du sport étaient vus comme des gourous, comme des gens dont il fallait se méfier, mon père a été un des premiers à parler de ça dans le monde du sport et surtout du tennis. Il a notamment traduit le livre de Timothy Gallwey, Tennis et concentration, qui est pour beaucoup la bible de la préparation mentale dans le sport. Et j'ai vraiment été ravi de rencontrer Dorian et de suivre sa formation qui reprend beaucoup de lignes des grandes valeurs, des grands thèmes développés par Timothy Gallwey. Maintenant, c'est évident que tous les sportifs de haut niveau font de la préparation mentale d'une manière ou d'une autre. Et voilà, j'ai trouvé que la formation de Dorian était vraiment très complète, très structurée, très pragmatique, pas trop théorique comme beaucoup, où on se perd un petit peu dans des grandes idées, mais sans vraiment savoir comment appliquer ça sur le terrain. Et voilà, cette formation est vraiment très intéressante et je vous conseille de la suivre pour évoluer, pour ajouter une dimension à votre coaching. À plus. Salut Dorian, c'est Charles. C'est le pilote de parapente qui passe plus de temps par terre pendant l'hiver que dans les airs.
Et bah voilà, je reviens un peu vers toi pour faire un petit témoignage de ces semaines de formation. Donc bah déjà, merci beaucoup pour ton accueil, c'est incroyable d'avoir quelqu'un d'aussi accessible, disponible, et puis un super prof, parce que savoir mettre toutes ces connaissances à notre niveau pour qu'on puisse les assimiler et ensuite les utiliser, c'est vraiment énorme, c'est le cas de le dire, c'est vraiment énorme de suivre cette formation. Et puis te dire que je pense que ça va bien me servir à la fois pour ma saison de compétition, donc à titre perso, et puis pour l'encadrement des jeunes pendant la saison, pour leur faire passer un peu les messages et puis utiliser ces nouveaux outils, ces nouvelles compétences que j'ai pu acquérir grâce à ta formation. Dire quoi dire? Dire à tous ceux qui veulent venir de rejoindre le team, l'équipe de tous ces personnes qui suivent tes formations. C'est vraiment super sympa, je dirais. On a un support en ligne, super facile à utiliser. Moi qui bossais pendant la saison d'hiver, qui m'entraînais, c'est vraiment pratique de pouvoir jongler sur les moments que j'ai pour suivre cette formation, le matin, le soir, entre midi et 2. Ensuite, on a ces temps forts avec les Zooms. On se croise tous en ligne, on peut partager, découvrir un nouveau sujet. Et puis, c'est pas fini, comme tu nous l'as dit. On poursuit cette formation, on continue de se former et d'acquérir les compétences et leur mise à jour. Donc, merci beaucoup pour ces semaines de formation. À très bientôt pour les prochains Zooms. Et puis, bonne saison à tous, bonne fête. Ciao, ciao. Hello, c'est Clément, je suis moniteur de tennis, j'ai 44 ans et j'ai absolument adoré la formation PNP. J'ai adoré la formation PNP parce qu'en fait elle m'a permis tout d'abord, et c'est bien normal, de résoudre la problématique que j'avais, qui était ce manque de connaissances pour individualiser mon coaching, mes consignes, mes entraînements auprès des joueurs dont je m'occupe. Donc ça c'est super important parce que j'étais bloqué, j'arrivais pas à les aider dans leurs difficultés par manque de connaissances du sportif, de l'être humain, des neurosciences, de ce qui fait que chaque individu est unique. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la formation parce que j'ai pu la faire à mon rythme. Donc on a des modules qu'on suit en ligne et puis tous les mois on se voit, mais on a le temps. Les modules sont hyper bien faits, très concrets, avec des documents qu'on peut télécharger, sur lesquels on peut s'appuyer. Donc je trouve que c'est pédagogiquement super intéressant. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'avant je ne savais pas du tout packager mes offres. Je ne savais pas comment me différencier, qui j'étais aussi et quelles étaient mes différences par rapport aux autres coachs. Voilà, comment construire aussi mon identité de coach. Donc ça m'a beaucoup aidé à packager mes offres et aujourd'hui à être un coach beaucoup plus accompli que ce que j'étais à l'époque avant la formation. Donc moi j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable. Voilà. Dans cette formation de coach PNP que j'ai suivie, Dorian nous apporte des connaissances scientifiquement prouvées et nous donne des clés faciles à appliquer et qui sont très concrètes, avec des explications qui sont à la fois ludiques et sérieuses, tout en étant faciles à comprendre. Ce qui est super, c'est que Dorian est toujours disponible pour toutes nos questions. Il a créé un forum qui permet d'échanger sur nos pratiques et aussi sur nos compréhensions. Cette formation m'a permis de progresser dans ma relation d'aide et a élargi mes points de vue. Et tout ça, c'est fait dans une ambiance familiale, ce qui est vraiment super. Alors vraiment merci Dorian pour tout ça. Salut Dorian, du coup je te laisse un petit commentaire, un petit feedback sur la formation PNP que j'ai beaucoup aimé. Déjà d'une part parce qu'elle m'a apporté des outils concrets que je peux utiliser au quotidien dans mon job de coach sportif, de préparateur physique. Et aussi parce que elle m'a enseigné beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'humain, c'est-à-dire ses perceptions, ses croyances, ses motivations, ses besoins psychologiques, ses manières de réagir face à des situations stressantes. Et non, c'était un super parcours. Voilà, un super parcours ludique dans lequel j'ai appris à mieux me connaître, à mieux connaître les autres aussi, à mieux les comprendre, donc à mieux communiquer et à mieux convaincre, à mieux diriger, manager.
Bon, bref, c'était une pépite d'or. Voilà, donc merci beaucoup. Hey, comme vous le voyez, je suis dans la pénombre. Et quoi de mieux pour sortir de la pénombre que d'aller vers la lumière, évidemment. Et pour ce faire, je vous invite, je vous suggère, je vous conseille même de suivre la formation de Dorian Martinez, une formation basée sur les neurosciences. Je suis Thierry Loisel, coach mental, expert en préférence motrice, praticien en hypnose, professeur d'éducation physique et sportive et DES tennis. Et j'ai suivi cette formation car je voulais absolument ajouter une corde à mon arc. Et là, j'en suis vraiment très heureux parce que j'ai ajouté plusieurs cordes à mon arc. La preuve en est que je coach depuis maintenant 2 mois environ une jeune fille de 15 ans, Malia, qui est maintenant double championne de France de badminton. Elle a 15 ans et le jour des championnats de France, enfin, pendant la semaine où elle a concouru sur ces championnats de France de badminton, elle a joué plusieurs fois contre des jeunes filles qui avaient 2 ans de plus qu'elle. Et malgré tout, elle a obtenu ce titre et son comportement a complètement changé. Et j'en remercie vraiment Dorian, puisque grâce à ces nouvelles compétences, à ces nouvelles cordes que j'ai ajoutées à mon arc, j'ai permis à Malia d'obtenir ce double titre. Et je vous je vous invite à suivre cette formation car elle est de qualité, pour moi, extraordinaire. Salut les gars, je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai 18 ans là et je suis sorti du bac l'année dernière du coup. Pour vous parler un peu de moi, du coup, je m'étais inscrit en STAPS juste après le bac, mais j'ai vu que rapidement c'était pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai quitté littéralement le STAPS et je savais pas trop quoi faire. Mais j'ai entendu parler par le biais d'un ami du coup de cette formation, la formation de Dorian. Et direct, ça m'a super intéressé parce que je me suis dit que en contraste avec STAPS, c'est super long, ça dure 5 ans, à la fin on n'est pas sûr de rien. Là la formation elle est plus courte, très concentrée et elle est vachement vivante et à la fin surtout on est sûr d'avoir un bagage hyper solide pour un métier en or, le métier qu'on veut faire de base, je pense en allant en STAPS ou dans ce genre de truc. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de visios où on peut discuter avec des vrais coachs au niveau international, avec des dizaines d'années d'expérience et tout. Du coup, ça rend le truc vachement vivant et vachement concret. Truc qu'on retrouve pas forcément dans les études ou à la fac. Du coup, moi, c'est ça qui m'a plu. Et je suis super content. Là, je voulais faire un témoignage vraiment pour dire que c'est une expérience de fou. Et je regrette pas du tout d'avoir quitté STAPS pour venir dans cette formation. Je trouve que c'est vachement mieux, c'est vachement plus vivant, plus concret et c'est incroyable. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Faites le bon choix les mecs. Bonjour à tous, un petit clin d'œil pour faire un petit témoignage et dire que j'ai commencé la formation donc de devenir meilleur, en l'occurrence préparateur neuropsychologique dispensé par Dorian Martinez. Tout ça pour vous dire que j'ai commencé donc début décembre 2021. Donc je viens de terminer le premier module. C'est plutôt bien conçu. C'est interactif parce qu'on peut réagir en direct. On peut donner son opinion, on peut échanger, être positif, sceptique. Je reprends les termes importants qu'il faut garder en mémoire. Et voilà, c'est très bien fait. Si vous avez besoin d'aide dans ce domaine, c'est un support essentiel. Voilà. Bonne année à tous, bonne année 2022, que vous puissiez accomplir tous vos projets dans les meilleures conditions. Et en l'occurrence, pour ce genre de formation, n'hésitez pas à solliciter Dorian Martinez pour sa formation. Il est au complet, top niveau. Voilà. À très bientôt. Au revoir.